Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au sommet de la transformation durable, édition 2025. On va se poser cette question, comment financer les transformations des entreprises et des startups? C'est la question qu'on va poser à nos expertes autour de la table. Basma Karat, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente, directrice de Nova, qui est l'entité de l'investissement en charge dans les startups pour le groupe Saint-Gobain. Tout à fait. Bienvenue à vous. À vos côtés, Merci. on est en compagnie de Souad Koliaï. Bonjour Souad. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable, vous, du côté de la finance durable chez Southpol. Tout à fait. Bienvenue. Et enfin, Hélène Quilien. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Vous êtes directrice climat adjointe chez BPI France. Alors justement, tiens, on va se poser cette question. Comment aujourd'hui on finance ces startups qui sont évidemment lancées dans la course à la transformation également. Chez BPI, en tout cas, on a lancé un grand plan. Depuis des années, vous êtes au soutien, mais vous mettez l'accent, malgré peut-être des vents contraires en ce moment, notamment du côté des États-Unis qui reviennent un petit peu en arrière. Vous accélérez dans cette transformation durable du côté des entreprises. Oui, effectivement. Donc BPI France, on est une banque publique. Dans nos missions d'intérêt général, on a cette mission de soutenir la transition écologique des entreprises. Et donc, c'est pourquoi on a lancé en 2020 ce plan climat pour accompagner assez largement la transition de tout le tissu économique français, avec trois piliers principaux. Le premier, c'est d'accompagner la transition des entreprises, notamment les plus émettrices, Oui. avec des outils d'accompagnement, de financement, d'investissement, un peu tout ce qu'on peut proposer comme palette d'outils en tant que banque publique. Le deuxième champ d'action, c'est de soutenir justement les offreurs de solutions, les startups, on en parlait juste avant, mais aussi des PME, des ETI qui proposent des solutions pour décarboner d'autres secteurs, pour préserver la biodiversité, réduire les déchets, etc., etc. Et le troisième champ d'action qu'on porte en tant que banque du climat et à travers ce plan, c'est le soutien aux énergies renouvelables et décarbonées qui vont être essentielles et qui sont essentielles pour la transition, encore une fois, du tissu économique, en particulier des industriels énergivores qui vont chercher des solutions pour décarboner le mix. Alors, les 3 premières années, c'était 20 milliards d'euros sur ces 3 piliers. Et là, on est sur une période de 5 ans où on veut déployer 35 milliards d'euros, donc à horizon 2029. Basma Karat, justement chez Saint-Gobain, là aussi vous suivez les entreprises, notamment de la construction, et c'est vrai qu'elles sont foison dans la PropTech et dans la ConstructTech. Comment ça se passe, comment vous financez, vous apportez alors des capitaux, mais pas seulement, puisque évidemment il y a beaucoup de matériel à l'intérieur de votre groupe. Tout à fait. Chez Saint-Gobain, effectivement, on a cette activité que je représente qui s'appelle Nova, et donc qui est l'activité d'Open Innovation et de Corporate Venture du groupe, dont le métier est vraiment de connecter les startups qui font du sens dans des métiers autour de la construction et autour des métiers de Saint-Gobain plus généralement. Et en fait, on connecte ces entreprises-là avec les entités du groupe pour faciliter des collaborations qui peuvent prendre différentes formes et des investissements minoritaires. Donc effectivement, on investit en minoritaire dans des jeunes startups qui vont apporter des offres innovantes dans des secteurs d'activité qui sont proches des nôtres, qui font du sens pour nous et pour lesquels on peut apporter pas seulement des moyens financiers, mais surtout de l'accompagnement et donc dans une relation qui se veut vraiment bénéfique pour les deux côtés. Oui, Nova c'est un incubateur également, c'est-à-dire elles peuvent être hébergées chez vous ces entreprises ou Non, pas d'offre d'incubation, on est vraiment sur l'accompagnement à travers le financement et puis tous les modèles de collaboration qu'on peut avoir. Souad Koliaï, vous qui travaillez justement et qui êtes en charge de ces dossiers chez Southpol, finance durable, vous voyez que ça se développe évidemment, même si je le disais, on est dans un contexte 2025 avec l'arrivée du nouveau président aux États-Unis, Donald Trump, on a l'impression d'un certain recul et que certains grands projets sont peut-être, alors pas remis en question totalement, mais voilà, il y a des moratoires, on voit qu'on a des reculades. Comment vous analysez cette situation? Rapidement sur Southpol, avec l'équipe finance durable, en fait, on accompagne les institutions financières dans leur stratégie climat. Oui. Et ce qu'on voit, en fait, comme on le voit avec des acteurs comme BPI France et Saint-Gobain, c'est que la régulation soit là ou pas, qu'il y ait une instabilité géopolitique ou pas, quand on est un acteur engagé et qu'on a une vision à long terme, on a une stratégie climat et on investit dans la transition. Donc, et on s'y tient. Parce que c'est une question de gestion de risque, c'est une question de vision à long terme. La transition énergétique et la transition climatique et transitionner son business model, c'est une stratégie à long terme. Donc il ne s'agit pas des 2 prochaines années ni des 5 prochaines années, mais il s'agit des 10, 15, 20 prochaines années. Donc que la réglementation soit là aujourd'hui, pas là demain, de toute façon, voilà, c'est une approche stratégique pour l'acteur. Oui. Donc les aléas à court terme, moyen terme, voilà, ça finira par passer.
Bah, on l'espère l'espère. effectivement, mais c'est vrai que vous nous avez dit premier plan, c'était 2020. 2020, voilà, on sortait du Covid, il était urgent de faire quelque chose. Voilà, le monde d'après ne serait pas comme le monde d'avant. On a l'impression quand même qu'il ressemble furieusement. Mais c'est vrai qu'en 2025, voilà, on voit, comme je le disais, certains projets remis en question ou voilà, reportés. Je pense notamment à des marqueurs assez forts comme le ZAN remis en question, la ZFE, les travaux de rénovation énergétique qui sont un petit peu rabotés aussi. Est-ce que le BPI est affecté justement par ces reculades ou est-ce que là aussi, comme disait Souad à l'instant, vous gardez le cap? Alors effectivement, le contexte est plus compliqué, c'est sûr. Il est un petit peu plus morose. Il y a peut-être d'autres priorités qui viennent sur le devant de la table. La défense, la cybersécurité. Et les économies. Et les économies, exactement. Mais justement, ce sujet des économies, il est aussi en lien avec la transition écologique, parce que faire cette transition, c'est aussi potentiellement des gains économiques sur ses factures d'énergie, sur ses factures matières, sur ses coûts de gestion de déchets. C'est aussi des gains de souveraineté. Donc aujourd'hui, c'est d'autant plus important dans un contexte géopolitique instable, c'est aussi être moins dépendant d'une énergie fossile importée, de matières critiques qui viennent de loin. Donc finalement, être plus sobre, plus local, c'est aussi tout ça, des gains d'économie, des gains de souveraineté. C'est aussi des gains de compétitivité sur les marchés, avec des grandes entreprises qui, elles, sont toujours soumises à des réglementations environnementales, notamment la CSRD au niveau européen, et les contraintes qu'ont ces grandes entreprises, elles ruissellent toujours vers les PME et les ETI qui sont leurs fournisseurs et qui vont devoir elles-mêmes rendre des comptes, s'engager si elles veulent rester sur les marchés, voilà, grands comptes, mais aussi publics. Le secteur public tient beaucoup aussi à ces critères environnementaux dans les marchés. Donc effectivement, période compliquée parce que les leviers réglementaires, ils sont un petit peu plus incertains, mais c'est pour ça qu'on a d'autant plus besoin de ce discours d'engagement envers les entreprises en mettant en avant aussi d'autres leviers, d'autres arguments, arguments économiques, arguments de gestion de risque aussi, c'est important à signaler. Nous-mêmes, en tant que banque, on est régulé par la Banque Centrale Européenne qui nous impose de prendre en compte les risques climatiques dans notre modèle de gestion de risque. Ça nous motive d'autant plus à déployer ce plan climat auprès des entreprises les plus émettrices et les plus à enjeu. Oui, justement, chez Saint-Gobain, c'est un enjeu aussi formidable. Alors, vous êtes au cœur de la compétition mondiale, il ne faut pas l'oublier. Donc même si on se met des règles et on a vraiment l'Europe est en pointe là-dessus et la France peut-être des fois encore plus, on a l'impression qu'on a une inflation des fois de ces normes qui peuvent pénaliser à un certain moment. Là, comment vous naviguez dans cet environnement réglementaire des fois un peu tendu et qui a tendance à empiler effectivement les réglementations? Alors nous, on va rester aussi sur la même chose que disait Hélène, qui est on garde le cap. Nous, la transition écologique, le développement durable est vraiment au cœur de la stratégie de Saint-Gobain, qui s'est engagé à la neutralité carbone en 2050 et qui a mis en place un certain nombre de moyens très importants, à la fois pour décarboner nos propres opérations et pour transitionner de plus en plus et le plus rapidement possible, effectivement, vers un monde plus durable. Et donc, le contexte, effectivement, il peut y avoir des aléas, il peut se passer pas mal de choses, c'est le cas actuellement, mais ça ne change pas le cap qu'on a pris. Et je trouve même que c'est plutôt quelque chose de rassurant dans des marchés où ce qui se passe en externe peut avoir un impact assez important, de dire qu'il y a des entreprises pour lesquelles le cap est vraiment maintenu et on continue à faire ce qu'on s'est engagé à faire, quel que soit ce qui se passe autour. Ensuite, sur tout ce qui concerne les réglementations, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un empilement de plein de réglementations, mais il y a quand même un effet assez positif et vertueux en fait de ces réglementations pour accélérer cette transition. Si je prends le marché de la construction, qui est le marché principal pour Saint-Gobain, c'est quand même le marché qui est responsable de près de 40% des émissions de CO2 mondiales. Donc c'est un marché qui a besoin d'accélérer ses travaux de transition. On ne peut pas faire comme avant, on ne peut pas construire comme avant. Et on ne ça peut plus construire comme avant. Tout le monde a un rôle à jouer et donc les réglementations ont vraiment un rôle de catalyseur pour aller plus vite, pour chercher de nouvelles solutions, pour apporter plus d'innovation. Et nous, en tant qu'acteurs engagés, on va vraiment avoir un rôle à jouer. On le fait à travers plein de leviers, dont celui que je représente, qui est vraiment cette activité d'investissement dans les startups, où on voit effectivement un intérêt croissant vers des boîtes qui vont apporter des nouvelles solutions, qui vont apporter des solutions, par exemple, de recyclage de matériaux, qui vont apporter des matériaux plus durables, plus économes en carbone. Donc c'est vraiment avec toutes ces boîtes-là qu'on va travailler. On va travailler avec des boîtes qui vont apporter des énergies plus renouvelables, sur lesquelles on va nous proposer des matériaux, comme tout ce qui est production d'hydrogène, de batteries de véhicules électriques, etc. Donc
tous ces éléments-là, en fait, nous, on les voit vraiment comme une opportunité pour pousser tout le monde à aller encore plus vite vers un monde plus durable. Et c'est un engagement que Saint-Gobain a pris bien avant que ça ne devienne, on va dire, un sujet un peu à la mode, parce que l'habitat durable, c'était un peu le premier nom qu'on a utilisé, qui date de plus de 15 ans. Ouais, et d'autant qu'on sait très bien que voilà, hein, dans la forêt économique, il y a les grands arbres dont vous faites partie, le CAC 40, mais aussi une forêt de sous-traitants. Et c'est vrai que c'est bien de donner là aussi le cap à suivre et une direction et que vous vous engagez dans cette direction de transformation durable. Dans financer les transformations, il y a le mot finance, bien évidemment. Soit vous qui accompagnez chez Southpol justement des entreprises, est-ce que on sait qu'on est dans des temps compliqués avec une croissance un petit peu morose, il y a une dimension économique. Est-ce que certains de vos clients vous disent bah voilà, on aimerait bien faire la transition, mais là ça coûte cher, c'est pas dans le plan, on est obligé de retarder un petit peu. Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Alors, oui, vous avez raison. On a ce type de discussion avec des acteurs qui, étant donné la conjoncture économique ou du moins l'instabilité dans le futur, ils se disent qu'on va peut-être pas dépenser dans le développement durable maintenant. Mais ça, c'est les acteurs qui ne sont pas matures, qui commencent. Donc c'est là où on voit l'impact du contexte sur eux justement. Par contre, ceux qui se sont déjà engagés, comme je disais tout à l'heure, l'impact, ce qui se passe à l'extérieur n'a pas d'impact parce que pour eux, c'est une vision à long terme et il s'agit de construire la résilience de leur business model. Donc c'est déjà intégré dans leur feuille de route. C'est intégré dans la feuille de route et eux, ce qu'ils ont dans leur stratégie, c'est que dans 10-15 ans, notre business continue à fonctionner, mais qui s'est adapté au contexte dans 10, 15, 20 ans. Ouais. Sachant que quand on parle de crise climatique aujourd'hui, ce n'est pas juste un mythe. Les événements extrêmes, les risques climatiques physiques sont là. On a un impact sur les biens immobiliers, on a un impact sur les usines. Donc les chaînes d'approvisionnement sont impactées. Donc tout ça, ça fait partie de l'analyse de risque. Et quand on est engagé à travailler sur son business model et sur sa résilience, on continue, quel que soit ce qui se passe autour. Dernière question, rapidement parce qu'on arrive au terme. Hélène Quillian, vous qui êtes à banque, vous dépendez aussi bien sûr du financement, des taux d'intérêt, etc. Là aussi, ça peut, bien sûr, on ne sait pas l'environnement, mais quel que soit finalement ce niveau des taux, on peut continuer à financer cette transition. En France, on nous dit souvent que voilà, c'est devenu trop cher. Alors effectivement, on peut continuer à financer cette transition. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on porte. On a développé des outils pour. On va aller peut-être chercher de la dotation aussi auprès de partenaires, typiquement l'ADEME, des dotations aussi européennes. On va aussi aller chercher effectivement des modèles qui soient rentables en investissement parce qu'on a cette vision aussi long terme et on est persuadé que ces solutions-là, elles seront nécessaires à l'avenir. Donc on a une politique effectivement volontariste sur ce sujet-là. Effectivement, c'est plus compliqué dans le contexte actuel parce que les dotations se font plus rares, mais néanmoins les projets sont toujours là. On arrive à trouver des relais de financement. Donc aujourd'hui, voilà, on n'est pas bloqué en tout cas sur ce sujet. Ah bah c'est tant mieux, la transformation durable, ça continue, on garde le cap. Merci à nos expertes, Souad Kolliaï, Hélène Quillian et Basma Karat, et à très bientôt sur Bismart.